bien sûr. On reprend. Salut tout le monde. Salut les amis. J'avais mal appuyé sur le petit bouton du truc, donc ça n'avait pas démarré le son forcément. Voilà, donc salut à tous, salut Raoul, salut Ricky, salut Dajuman, ça fait plaisir de vous retrouver, salut Dark Marshall. Voilà. Ricky que j'ai eu l'honneur de rencontrer en vrai, et oui, il était là lors de l'événement au Canaille et c'était une rencontre très sympa. Donc voilà, donc on se retrouve pour ce petit live. Alors d'abord, je m'excusais un petit peu pour ma disparition. On va dire que j'ai eu un gros problème personnel du genre qui fait que c'est impossible de faire ce genre de live, donc j'espère que ce problème est en voie de résolution et que je pourrai vous retrouver le plus souvent possible. Voilà, donc je n'ai pas envie de trop m'étendre là-dessus parce que sinon ça devient un petit peu... ça devient un petit peu gênant. Donc voilà. Mais je suis désolé pour tous ceux notamment qui me soutiennent ici et à qui j'ai pas donné de nouvelles. Franchement, je l'aurais fait avec plaisir. Mais bon, voilà. Il faut... Enfin, quand on a ce genre de truc, c'est un peu spécial. C'est un peu spécial. Enfin, faut savoir comment le gérer. Je sais pas très bien comment le faire. Donc... je veux dire publiquement. Voilà. Bon, on va parler de football parce que c'est pour ça qu'on est là. Et puis, ça me fait plaisir d'être là. Il y a Marcelo qui est là. Voilà. Il est au-dessus de nous. Il nous surplombe. Il sera peut-être là en fin de live, donc on va discuter un petit peu de tout ça et on va commencer par parler de notre ami De Zerbi. J'ai un tout petit truc à faire, donc je reviens tout de suite. Attendez, je vais vous remettre l'intro une seconde. Je reviens vraiment dans une seconde. I'm back, voilà, ça ira mieux comme ça. J'ai toujours pas plus de cheveux, ça malheureusement, ça changera pas. Enfin bon, do we go? On va prendre comme ça, je vais oublier le WR devant, qui me dit honnêtement avec l'actualité OM ces dernières semaines, à live ne se justifiait pas forcément, ça bouge enfin. Mais en fait ça me démangeait un petit peu parce que ça a quand même pas mal bougé. Donc j'avais pas mal de choses à dire et il y avait des moments où, enfin bon, en fait c'était un petit peu au second plan, je vous avoue, que c'était un petit peu, que il y avait un peu un côté où je m'en foutais un petit peu de certaines choses, mais j'avais pas mal de choses à dire. Et ciao Raoul. Et oui, en effet, je t'écouterai sur YouTube. On va mettre le replay sur YouTube. D'ailleurs, donc si vous me suivez sur YouTube, n'hésitez pas, like, abonner, tout ça. Sujigo à Trabzonspor pour les cheveux. déconne pas. Non, mais je vais pas faire ça. Ça a l'air d'être trop compliqué, la greffe des cheveux. Faut prendre des médicaments et tout, machin. Si c'était juste un truc facile, mais ça a l'air d'être compliqué à suivre. Enfin bref. JCS Mars qui dit le switch contre CSAO de Zerbi t'avait démangé. Alors justement, rentrons dans le vif du sujet. Et parlons un petit peu de Zerbi contre CSAO. Parce que De Zerbi, hier, l'OM a fait un petit communiqué qui d'ailleurs n'est pas si rassurant que ça, on ira le voir après, mais bon, pour dire oui, De Zerbi arrive, vous inquiétez pas.
mais pendant très longtemps, c'était donc Sergio Conceição qui était le coach que tout le monde attendait pour Marseille et qui a aussi peut-être plus de références tout ça. Mais je voulais commencer un petit peu par ça. Moi, j'étais pas spécialement emballé par Sergio Conceição et je le suis beaucoup plus par De Zerbi, même si j'ai des réserves comme il faut en avoir pour tout le monde. Mais voilà, je préférais commencer par Conceição, De Zerbi et d'abord dire que si j'en préfère l'un à l'autre, les deux, c'est assez inespéré d'être dessus vu la saison que l'OM vient de produire. Ça relativise donc un petit peu les faut que Longoria il dégage parce que c'était un petit peu pour ça aussi que je voulais qu'il reste parce que je savais qu'avec Longoria ce genre de coach restait approchable ou en tout cas peut-être pas ce genre de coach mais en tout cas qu'il allait essayer de taper haut au niveau coach et ça c'est pas le cas de tous les présidents, surtout si on avait un bon vieux président en Ligue 1 qui prenait la succession, où on retombait dans un truc un peu plan-plan. Donc voilà, c'est une certaine sécurité d'ambition, au moins au niveau du coach avec Longoria. Donc Conceição, si on est un petit peu sérieux, c'est un plus gros palmarès et peut-être aussi plus de garanties sur la gestion de la pression à Marseille. C'est très important la gestion de la pression pour un coach. Il faut d'abord gérer ça. Mais c'est moins de garanties sur l'identité de jeu. Et c'est ça qui compte parce que son caractère fait que je l'imaginais pas trembler une seconde face au contexte marseillais. Mais par contre, on a vu notre ami Sergio Conceição avoir beaucoup recours à un jeu très minimaliste en Coupe d'Europe, notamment souvent pour faire des exploits avec le FC Porto. Hein, donc c'est pas rien, ça donnait des résultats. Au niveau résultat, il n'y a rien à dire sur ce qu'il a fait. Et avoir des résultats dans son club de cœur, c'est pas facile. Mais en Ligue 1, ces recours qui sont censés être temporaires, ils deviennent beaucoup trop souvent permanents. On le sait, encore plus à l'OM où tu as une gestion, une pression du résultat. Donc en fait, tu te dis ok, il y a une mauvaise série, on va avoir recours à un truc un peu plus minimaliste. Et on sait qu'après tu reviens pas à un truc un peu plus expansif parce que tu as eu des résultats. Tu sais que il faut toujours aller chercher le prochain résultat. Et tu t'en sors jamais. Je pouvais pas m'empêcher dans un coin de ma tête d'avoir cette peur de me dire que Conceição allait nous faire un peu une Villas-Boas, qui est un coach humainement qui était très intéressant, qui était très compétent. Il a apporté beaucoup de choses au club. Conceição, je me disais, il peut rester sur la durée, etc. Mais je pensais vraiment qu'on allait avoir un jeu minimaliste à moyen terme, disons à moyen terme, voilà. Et le problème, c'est que ce jeu minimaliste tu ne gagnes pas non plus de titres comme ça parce que tu es l'OM, parce que c'est plus dur pour toi, parce que la pression, motivation adverse, etc. Enfin, on en a déjà parlé 1 milliard de fois. Tu peux faire des résultats à court terme, mais à moyen terme, t'avances pas. La moindre mauvaise série, ça efface tout, il reste plus rien et t'es là avec le bec dans l'eau et tu repars à zéro. Par contre, avec De Zerbi, là, on a l'assurance d'avoir quelqu'un qui aura le courage d'assumer son projet de jeu jusqu'au bout. Le courage ou la folie. Dans tous les cas, il va assumer son projet de jeu jusqu'au bout. Bon ou mauvais résultat. Ce dogmatisme et cette foi dans ce qu'il fait, sans oublier la légitimité qu'il a quand même acquis ces dernières années, à part pour Raymond Domenech, qui est le plus légitime de tous les entraîneurs légitimes de la planète Terre. Donc c'est ce dogmatisme, cette fois dans ce qu'il fait, ça règle un peu le problème de la pression parce que on sait que lui, il va pas vaciller. Il est solide sur ses appuis. Son projet de jeu, c'est son projet de jeu. Il a une vision du football. Il va s'accrocher à ce qu'il fait. On peut lui faire confiance pour ça. Donc déjà, ça nous donne l'assurance d'avoir quelqu'un qui va gérer cette pression, qui va l'assumer et qui est là. On sait pourquoi il est là et il va le faire. Est-ce que son projet de jeu, après, c'est celui que je préfère en Europe ? Non.
Franchement, c'est pas celui que je préfère en Europe, mais c'est l'un des plus marqués et rien que pour ça, je suis content. Voilà, je suis content parce que je sais qu'il va être solide sur ses appuis. Et je sais aussi que l'OM ne peut pas se distinguer juste par son effectif. Il n'en a plus les moyens. L'OM a plus les moyens de se distinguer juste par son effectif. L'OM, c'est une histoire, un contexte brûlant et merveilleux, mais qui stagne depuis plusieurs décennies. J'aimerais vraiment qu'on ajoute à ce contexte une spécificité du jeu, que l'on devienne l'un de ces clubs où on se dit ah oui, à Marseille ils vont toujours chercher des entraîneurs un peu spéciaux, il faut jouer d'une manière un peu spéciale quand t'arrives là-bas, parce que le paradigme dans lequel on est coincé à l'OM, c'est à Marseille il faut des stars. Et ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus tout simplement parce qu'on n'a plus les moyens de ce paradigme-là. Et donc, on a des stars de second rang et on n'avance plus. Et même des stars de second rang, je le dis avec toute l'affection que j'ai par exemple pour quelqu'un comme Dimitri Payet. Mais c'était une star de second rang. C'est quelqu'un auquel on s'est accroché, etc. Mais ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Payet, c'est pas Papin. On n'a plus les moyens d'avoir Papin. Le football, il a changé d'une telle manière qu'on n'a plus non plus les moyens d'avoir Josip Skoblar. Et que Josip Skoblar, il sera jamais à l'OM et que donc, bah voilà, on a des stars de second rang et on continue de s'accrocher à se dire, oui, mais il faut gagner des titres. Il faut qu'on se pose des questions sur les équipes qui ont des joueurs de second rang et qui gagnent des titres. Parce que le vainqueur de l'Europa League qui nous a mis une danse, il n'a pas des moyens supérieurs à l'OM. Parce que le champion d'Allemagne, il n'a pas des moyens supérieurs à l'OM. Mais par contre, ils ont gagné des titres, ces équipes-là, et avec quelque chose, le jeu. Donc je préfère, pour finir, le projet de jeu très identifié de De Zerbi au charisme pragmatique de Conceição. Je pense vraiment que c'est énorme ce qu'il a fait au FC Porto. Il mérite un respect énorme, mais qu'en 2024, l'OM a plus besoin d'un dogmatique que d'un pragmatique. Et je vais m'arrêter là. J'avais pris un petit peu des petites notes, donc c'était un petit peu mon petit monologue d'entrée. Voilà, donc vraiment je pense que De Zerbi c'est vraiment un choix voilà inespéré. Moi je suis très content de voir arriver De Zerbi. Je pense que vraiment son projet de jeu ça va être quelque chose de spécial, qu'on va vivre quelque chose de spécial. Et voilà. Par contre, je suis en train de voir vos messages blanc sur le chat et je me dis, j'aurais dû mettre noir sur le chat. Est-ce que je peux faire ça? Je peux faire ça pour la couleur de vos messages. Voilà, thème Twitch, machin. Je pense que je peux changer parce que je les vois mal en direct. Couleur du texte, voilà. Ça, c'est du... si tu peux mettre noir, ce sera très bien. Voilà. Voilà, maintenant il faut que vous mettiez des messages dans le chat parce que vos messages ont disparu. Ah mais non, mais ça va faire noir sur noir. Non, voilà, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Voilà. Donc je vais vous lire un petit peu Fouriasia qui dit « Après des mois où les réseaux et la plupart des gens ont chié sur Longoria, il est encore une fois en train de nous faire un miracle. J'aimerais du respect pour Longoria. » Après, voilà, il faut toujours avoir... c'est pas notre fort à Marseille, mais de la mesure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à reprocher à Longoria quand même sur la saison passée. Ici... sur cette chaîne, on a beaucoup dit qu'il y avait d'autres choses à reprocher à d'autres personnes et je pense de plus en plus que ça se vérifie. Mais voilà, il a fait des erreurs, il faut pas l'oublier. Ali qui me demande, tu aurais préféré qui? En fait, le truc c'est que ce qui peut me bloquer un petit peu chez De Zerbi, c'est une propension trop importante à l'obsession de la possession et que par moment, ça peut donner des trucs un petit peu chiants. Après. Ce qui est différent de Sampaoli, c'est que cette possession à l'infini, elle est quand même dans le but de prendre des risques. Parce que ce qui était chiant avec Sampaoli, c'était le moment où en fait tu prenais le ballon, mais aussi
pour être en sécurité défensivement. Et c'était un peu ennuyeux. Là, la De Zerbi fait des choses, notamment au niveau de la relance, où il cherche à attirer plein de joueurs, où c'est super dangereux pour ton équipe, mais ça peut... mais c'est dans le but de créer un décalage plus haut et dans le but et sans avoir peur de prendre des risques. Voilà. C'est ça le truc. Donc, De Zerbi, il y a quand même ce machin de se dire, ok, on va prendre des risques. Ok, la possession, c'est une chose, mais on va essayer de prendre des risques. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est le contre-pressing qui est très, très important chez De Zerbi. Donc voilà. Après, je préfère, voilà, vous savez, j'ai une propension au bielsisme et donc au jeu un peu plus direct. J'aime, voilà, par exemple Tudor, bah ça avait été une excellente surprise parce que j'aimais beaucoup ça. Qui va accepter de se laisser aspirer et déclencher un pressing contre l'OM de Zerbi, sachant qu'on joue la Ligue 1, nous dit Ricky. C'est une des grandes questions qu'il faut se poser. Avec De Zerbi, en effet, c'est-à-dire que Sassuolo et Brighton, c'est des équipes qui ne sont pas attendues comme des équipes dominantes. Et donc, c'était plus facile de mettre en place ce qui le caractérise particulièrement, c'est-à-dire cette relance. Mais il y a aussi un échantillon trop court, mais un échantillon de ce qu'il a pu faire au Shakhtar, où là il avait une équipe qui est attendue partout, où tout le monde joue en bloc bas, et il a plutôt réussi de manière correcte. Ça s'est arrêté à cause de vous savez quoi, mais il y a eu un petit truc un peu positif, et justement. Et justement, on va aller voir un petit peu, on va un peu parler de son projet de jeu. Je vous lis un petit peu. Ali qui dit aussi, c'est depuis l'ère tapis, il faut aussi que l'OM arrive à pérenniser sur les expériences des deux entraîneurs comme Bielsa, voire De Zerbi pour faire avancer le club. Complètement. Je pense que maintenant, il faut que le club avance. Et pour l'instant, on va pas avoir des moyens qui vont changer. On est un club avec des moyens de second rang en Europe. Donc, il faut ajouter autre chose. Et voilà, il faut pérenniser des expériences. Il faut que le club soit habitué à jouer de manière différente. Il faut que les joueurs qui viennent à l'OM, pour l'instant, ils se disent juste, ah oui, l'OM, c'est plus dur, c'est un club de fous, machin. Mais il faut aussi qu'ils se disent pas que pour la pression, pas que pour la pression des supporters et la pression médiatique, mais aussi pour la pression du jeu. Il faut qu'ils se disent, ah oui, à Marseille, il faut bien jouer, il y a que des coachs complètement maboula là-bas qui vous font travailler de manière absolument insensée. Et il faut que l'OM devienne un petit peu un club étranger parce que voilà, il faut que l'OM prenne exemple sur ce qui fonctionne. Donc, je vous avais mis un petit peu des articles de côté pour ce live. Alors, on va changer en espérant que tout fonctionne toujours. Voilà. Donc, on va aller faire un petit peu un tour sur l'internet et pour s'apercevoir qu'il y a la fin de son règne a été assez compliquée à Brighton, à notre ami Roberto De Zerbi, et qu'il était aussi logiquement passé à 4. Mais là aussi, passé à 4, je trouve que ça veut un peu tout et rien dire. C'est-à-dire que chez De Zerbi, beaucoup de choses dépendent du mouvement et puis du moment de jeu aussi et du nombre d'attaquants en face. Par exemple, voilà, ici, ce Marseille-Brighton, pour prendre un match qu'on connaît. Donc, on avait logiquement un truc en 4-2-3-1. Voilà. Donc, avec une défense à 4, logiquement. Tout fonctionne bien. Ça va, vous m'entendez toujours, hein, les amis, parce que j'ai fait un peu des changements dans le setup et j'ai eu un peu des soucis quand j'ai voulu lancer tout ça. Voilà, hop. Et je voulais vous montrer ça.
Donc tout fonctionne, hein. On est d'accord, vous m'entendez, il n'y a pas de blocage. J'ai un petit peu peur, parce que là je vois plus de messages. Hop, on va aller faire un truc un peu bizarre parce que ça va être... ouais, ça marche, merci Ali. Je vérifie que je suis toujours en live. Oui, ça va, tout fonctionne. Ouais. Alors, je voulais vous montrer donc ce truc du match aller au Vélodrome, où logiquement on avait une défense à 4, machin, et en fait là c'est le deuxième but, donc c'est une phase de relance. Et est-ce que là, on n'a pas une défense à 3, en fait, en fonction du moment où tu as le ballon, et tu as les latéraux qui écartent, tu as le 6 qui vient là, et il se trouve que le latéral droit, c'était aussi supposément Veltman, qui est un joueur qui peut jouer dans l'axe, et puis on se souvient de Dunk, qui était donc un... Voilà, là on voit bien que sur ce long ballon-là, il était pas très content, Roberto. Sur ce long ballon, on voit que ça ressemble beaucoup plus à une défense à 3 qu'à 4. Voilà, c'était... Et voilà, Lewis Dunk. Voilà, Lewis Dunk, on le remerciera jamais assez. Donc, ils font un peu se méfier des trucs, des compos. Mais par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il aime bien ce genre de joueur. Après, il l'avait peut-être dans son effectif, mais c'est pratique, disons, pour lui d'avoir des Veltman, qui est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes, d'avoir des Pascal Gross aussi, qui est aussi un joueur qui peut jouer à plusieurs postes et que tu peux mettre un peu plus haut, un peu plus loin et qui peut bouger. Et là-dessus, c'est un peu bielciste. Donc, j'imagine en effet qu'il sera très heureux d'avoir un mec par exemple comme Valentin Rongier qui peut évoluer à plusieurs postes ou qui en tout cas même temporairement peut utiliser plusieurs postes et oui, si je dis c'est très bielciste, c'est que par exemple Rod Fanny nous avait expliqué voilà, Bielsa veut que tu saches jouer 3 postes et que tu saches jouer latéral droit, arrière central, numéro 6, tous les endroits où tu peux avoir le ballon. Donc il y a un petit peu de ça chez De Zerbi aussi. Donc voilà pour le côté un petit peu mise en place tactique, ça va beaucoup bouger et ça dépend beaucoup de son projet de jeu. Alors malheureusement, est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je voulais vous lire cet article de Coach Voices? C'est un excellent site. Après, tout n'est pas gratuit, mais il y a vraiment beaucoup de choses excellentes sur ce site. J'avais aussi fait une vidéo de présentation. Comment on va faire? Parce que je voulais vous montrer un petit peu, notamment voilà des phases où on est haut sur le ballon et ce qui est demandé, en sachant que l'un des buts de Roberto De Zerbi dans l'utilisation du ballon, notamment dans la relance, c'est souvent de faire un triangle, par exemple. Consigli qui va remettre à Locatelli, qui va mettre à Ferrari, qui va être lancé face au jeu avec de l'espace. C'est de lancer les joueurs face au jeu avec de l'espace. Ce que j'avais notamment expliqué dans ma vidéo, c'est très important. Donc on risque de voir beaucoup de jeux en triangle, notamment à la relance. Il y a plusieurs excellentes vidéos sur le sujet sur Internet. Il y a donc une volonté de base, si c'est possible, d'attirer l'adversaire à soi. Et c'est assez dingue à voir. Je me souviens que quand Maxime Lopez a signé à Sassuolo, je me suis mis à regarder Sassuolo. Et des fois, je me disais, mais il est complètement dingue. C'est vraiment que des fois, il était là. Bon, là, on le voit par exemple, Napoli-Sassuolo. Je sais pas si c'est le match d'ailleurs où Lopez marque justement en fin de match. Je sais pas si c'est celui-ci. Ça a l'air, parce que c'est un peu vide, mais en Italie, c'est souvent vide. Et c'était complètement dingue, quoi. C'est-à-dire que il est là, il y a des fois il y a 4 ou 5 joueurs qui sont ici,
qui sont ici dans sa surface. Pas grave, on continue à essayer de relancer. C'est là où je vous dis que c'est différent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas peur, on va prendre le risque, et si ça fonctionne, bah c'est très bien, si ça ne fonctionne pas, ça peut donner une occasion franche. D'ailleurs, il y avait aussi Romain Laplanche qui avait, on va aller, voilà, il était là. Qui fait notamment les retranscriptions des conférences de presse de Marcelo Bielsa, qui est l'auteur d'un livre sur Bielsa également, et voilà, qui avait fait ça sur les sorties de balles de De Zerbi. Je vais pas vous mettre toute la vidéo, je vais vous mettre le lien dans le chat, je vais vous mettre le lien de Coach Voices, donc si vous parlez un petit peu anglais, et ça parce qu'il a sous-titré, donc c'est excellent. Mais ce qui est marrant dans cette vidéo, c'est alors déjà son anglais n'est pas tip top. Je l'avais remarqué déjà lors du match aller. Donc c'est peut-être un peu compliqué pour lui de tout expliquer. Et puis on sent aussi que dans sa tête il y a beaucoup de choses. Donc ça peut être un peu compliqué. Mais petit à petit en fait ils expliquent. Donc le journaliste essaye de lui dire donc voilà, donc là vous allez chercher à faire ça, machin. Et il va expliquer, il va dire bah par exemple là. Si l'adversaire monte sur mon défenseur central, il faut voir la manière dont il vient, de la manière dont son corps est orienté. Donc pour que lui vienne, je vais essayer aussi d'attirer quelqu'un d'autre qui va venir ici. Je vais demander à ces deux joueurs-là de redescendre plus bas. Aussi, il va essayer d'attirer un maximum de monde dans la moitié de terrain, parce qu'au final, il arrête pas de dire oui non mais si lui vient, donc on termine avec un machin comme ça où en fait son but, je pense que son football idéal à De Zerbi, c'est ça, c'est-à-dire on attire, j'attire 6 à 7 joueurs adverses dans mon camp. Et j'arrive à relancer, et là, je vais avoir énormément d'espace, et je vais attaquer, et surtout, je vais essayer de par exemple, voilà, jouer en triangle, appui remise, donc je vais jouer lui pour lui, et lui va arriver lancé, et ces joueurs-là vont être perdus parce qu'ils seront partis au marquage là, et là, bah, il va y avoir un énorme espace à attaquer, en sachant que le but du football, c'est toujours d'attaquer dans des grands espaces, donc son but de base, c'est ça. C'est si c'est faisable. Je pense que par exemple, typiquement, quand tu vas jouer contre le PSG ou contre Lyon, il va chercher à te piéger de cette manière-là. C'est-à-dire à dire à tout le monde, oui, venez nous presser, oui, on n'a pas peur, on va faire des trucs absolument délirants. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'énerver en tribune, parce qu'ils vont dire, mais pourquoi tu dégages pas? Parce qu'il va y avoir des erreurs. Il faut se préparer. Il va vraiment demander voilà, là il dit bah si on lui donne le ballon à lui il va venir là. Donc ensuite on peut jouer là, mais lui il va venir là. Et lui il est content. Et en fait il est pas content. Voilà, là ce qu'il est en train d'expliquer. Il dit, moi je suis pas content d'être forcé de devoir jouer d'une certaine manière à cause du pressing adverse. Donc non, on va continuer à insister dans notre idée, on va continuer à ramener des joueurs en espérant qu'ils viennent nous presser encore plus, qu'ils viennent, jusqu'à ce que ce soit nous qui inversons le rapport de force et qui choisissons où on relance. C'est vraiment fort comme proposition de jeu, c'est vraiment dangereux. Il faut vraiment avoir du courage, il faut vraiment être capable de jouer d'une certaine manière. Je vais pas vous mentir, par exemple, Pape Gueye, dont j'avais parfois l'impression que le ballon pouvait lui brûler les pieds un petit peu bas, je suis pas mécontent qu'il ne soit plus trop là. Je me prépare à avoir aussi des erreurs. Il faut se préparer. On va regarder un petit peu des vidéos comme ça en attendant. Je vois que c'est... Voilà. Il faut se préparer à avoir des erreurs. Il faut se préparer à avoir des joueurs qui vont sous la responsabilité de leur entraîneur faire des erreurs. Il faut vraiment être préparé à ça. Et il faut se dire, ok, bah ça peut arriver. Et voilà. Donc je vais revenir
je vais vous mettre un peu les liens dont je parlais. On va revenir un peu sur Coach Voices parce que ce que je voulais regarder en particulier, c'était donc ça. C'était parce que il a aussi la possession en plus haut sur le terrain. Je vais peut-être vous faire un peu un machin, voilà. Ça va être de la traduction Google, donc ça va pas être génial, mais voilà. Donc là, c'était avec le Shakhtar contre Genk, donc sans doute en Ligue des Champions. Et on voit notamment que ce qui est important, c'est le double pivot qui est très haut, qui va permettre de sécuriser les latéraux pour que eux aussi montent très haut. Et il va demander des courses vers l'extérieur et vers l'intérieur à ses ailiers qui sont souvent des faux pieds. Voilà. Alors on va essayer de lire un petit peu la traduction Google de Coach Voices. De large rotation. Une fois que son équipe a avancé dans la moitié de l'opposition, De Zerbi veut que ses joueurs occupent chacun des espaces entre et en dehors des joueurs dans la ligne arrière opposée. Voilà, donc les espaces qui sont donc ici, il faut absolument à chaque fois aller les attaquer. Cela implique généralement une ligne avant de 5 avec de larges rotations, je pense que c'est mouvement, fournissant un soutien dans les zones avancées pour l'avant-centre et le numéro 10. Avec les équipes de De Zerbi dominant le ballon pendant de longues périodes, l'opposition tombe souvent dans un bloc plus profond, de sorte que le jeu d'attaque de ces équipes nécessite souvent des combinaisons complexes dans des espaces restreints. Ces équipes n'attaquent vraiment qu'au rythme où elles ont attiré l'opposition et réussi à briser leur pressing ou après une reprise de contre-pression, de contre-pressing. Le double pivot sous le ballon, prenant des positions qui leur permettent de couvrir dans les zones larges et de permettre aux arrières latéraux d'avancer. Voilà ce qu'on disait. Donc voilà, ils vont être hauts et les latéraux ici, Dodo et Ismaili vont être eux aussi hauts. Et donc ici Mekon et Stepanenko avaient en charge de couvrir un petit peu ces trucs-là, en sachant qu'il est demandé aux joueurs adverses à la perte de balle de se jeter en contre-pressing, de tout donner pour tenter de récupérer le ballon. Donc logiquement, il est aussi préparé quand même à se dire on va attaquer en nombre. C'est plus compliqué si l'adversaire nous attend bas, mais en même temps c'est plus compliqué pour tout le monde avec ce style de jeu ou avec n'importe quel autre style de jeu. Les attaques utilisent à la fois des courses qui se chevauchent et se chevauchent. Moi, il y a la traduction. Avec les ailiers de De Zerbi capables de faire le tour de l'extérieur pour traverser ou couper à l'intérieur avant de viser le poteau éloigné avec une croix in swing. Avec une croix, c'est avec cross, donc ça va être avec un centre vers l'intérieur ou de tirer directement au but. Il a tendance à jouer avec des ailiers faux pieds dans ses équipes comme Berardi, Boga, Tété, Manor, machin. Ils fournissent une menace d'objectif direct et se déplacent dans le canal intérieur lorsque le jeu s'appuiera sur le flanc opposé. Donc que cela signifie que les couloirs intérieurs sont toujours occupés, soutenant les 9 et le numéro 10 et offrant un potentiel de combinaison étroite pour franchir la dernière ligne de l'opposition. Cela donne également à l'équipe le potentiel de surcharger les défenseurs centraux de l'opposition proche du but. La défense se rétrécissant pour faire face aux chiffres que l'équipe de De Zerbi a au centre du terrain. Un espace apparaît pour les arrières complets qui se lancent. Lorsqu'un ailier reste au large et se faisant éloigne le dos. Bon, après, je pense que là, ça devient un peu n'importe quoi. Là, on va arrêter. Voilà, autre chose sur le pressing. Donc on voit encore une fois que là on est face à l'Inter en Ligue des Champions, donc c'est pas n'importe qui, et on voit qu'il va y avoir une volonté de presser très haut, avec ici l'arrière latéral qui va venir sur l'arrière latéral, l'ailier qui va rentrer sur le 6, et on a beaucoup de monde et c'est difficile de vouloir relancer. Donc soit tu dégages le ballon et tu espères que étant donné que tu as dégagé dans la panique, l'adversaire va mal dégager le ballon et donc tu vas le récupérer rapidement et tu vas te relancer à l'attaque, ou voilà, ou alors tu tentes de relancer et tu prends des risques parce que le pressing va être extrêmement travaillé, extrêmement mécanique et compliqué à
à contrer pour l'adversaire. Donc voilà, je parle, mais je vous ai pas lu depuis un petit moment, donc je vais retourner faire un petit tour dans le chat. Voilà, il met quel style de 6-8 Harit à ce poste peut se retourner facilement peut-être. Alors ça a été assez varié hein, quand même sur le 6-8. Bah, par exemple on a eu Maxime Lopez qu'on connaît bien. À Brighton on a eu aussi des joueurs assez différents. J'ai pas envie de dire de bêtises mais il me semble que McAllister notamment a un peu évolué comme ça. Mais il y a aussi eu, on a vu des joueurs comme Gross, etc., qui pouvaient être dans ces zones-là. Gilmour, notre ami écossais. Enfin, on a eu beaucoup de styles de joueurs, mais sincèrement, un joueur comme Maxime Lopez, c'est du pain béni pour un mec comme lui, quoi, parce que Maxime Lopez, on oublie que c'est un mec qui défend quand même. Qui a peut-être pas l'impact physique d'autres joueurs, mais qui va tenter de récupérer le ballon, etc. Et c'est aussi un joueur qui c'est aussi un joueur qui, avec le ballon, va t'aider à la relance de manière assez importante. Donc c'est assez varié. C'est assez varié les joueurs qu'il peut mettre au milieu de terrain, et franchement c'est pas dit qu'il ne tente pas un Unai, etc. À ce genre de poste-là, même si il va falloir qu'il travaille sur le contre-pressing parce que voilà, c'est un peu léger au niveau de l'impact défensif chez notre ami Yazdine. Voilà. J'ai une question, nous dit Eco601. On s'emballe pour la nouvelle saison, c'est bien, mais je rappelle qu'on n'a toujours pas de droit télé et la Brune est auditionnée demain au Sénat. Donc c'est bien de parler, mais on va voir les matchs. Ah, Vincent. No comment, Vincent. Quel sketch. Ali qui pense que ça va marcher contre des équipes comme le PSG, Lyon et des équipes joueuses du championnat. Par contre, contre 80% des équipes de Ligue 1, ça ne va pas être le cas. À voir comment il va s'adapter. Bah, tu vois, c'est ce qu'on vient de voir un petit peu. Je pense aussi que ça peut quand même marcher. Même contre des équipes qui vont balancer le ballon loin devant. Ça va peut-être prendre du temps parce que c'est plus dur. Mais en même temps, je le répète, mais ça aurait été plus dur avec n'importe qui face à des blocs bas, etc. C'est dans tous les cas plus dur quand l'équipe t'attend de derrière. Mais si tu parviens à bien mettre en place le truc, l'équipe adverse va soit balancer des longs ballons et donc va te donner 80% du ballon. Et au bout d'un moment, à force de pilonner, à force de contre-presser, tu vas les fatiguer et tu vas avoir des occasions, notamment sur coup de pied arrêté. Et après, une fois que tu perds 1-0, tu fais quoi si tu es l'équipe adverse? Donc il y a moyen. En tout cas, on demande à voir et je pense qu'il y a quelque chose à faire parce que même si c'était un peu attendu, mais même contre Sassuolo ou Brighton, au bout d'un moment, les équipes étaient pas connes. Elles se disaient on attend un peu derrière et ça lui a pas empêché d'avoir des résultats. Les gars, j'ai raté beaucoup, je raccroche le wagon, je regarde la VOD. Bah, tu peux rester avec nous si tu veux, tu pourras regarder la VOD après, comme ça tu fais des vues aussi sur YouTube. Mais bienvenue en tout cas, Signe la Lune. J'espère que les supporters vont être patients avec lui, car comme tu dis, des erreurs vont sûrement arriver au début. C'est sûr et certain. NJ, on va en parler un peu après. Pour une meilleure trad appliquée, tu fais un copier-coller dans ChatGPT en lui précisant bien que ça parle de football. J'ai jamais essayé de ChatGPT, mais il faudra peut-être que j'essaye un jour. Voilà, bon. Il y avait un autre truc que je voulais vous montrer aussi. C'était voilà, sur ce truc, il y avait des chiffres un petit peu simples sur le Brighton de De Zerbi. Donc notamment sur la répartition des attaques où là c'était un petit peu plus à gauche ça c'était intéressant je trouvais parce que c'était les zones de possession du ballon où on voit que c'est réparti de manière
de manière équivalente entre le tiers défensif et le tiers offensif. On a 29% et 29%. Ce qui dit beaucoup de choses, mais ce qui dit aussi que finalement 29% dans le tiers dans le tiers adverse, c'est pas mal. Ça dit aussi quelque chose du fait que l'équipe ne passait pas son temps en défense. Donc c'était surtout ça que je voulais vous montrer. Et enfin, ça aussi c'était intéressant, je trouvais. C'est les zones de tir. Donc dans les 18 mètres, on a 60%, mais hors surface, on a quand même 33% de tirs tentés. Ce qui peut être une solution, face à la grande peur qu'on a tous, c'est-à-dire comment il va s'adapter aux équipes qui vont nous attendre bas. Les deux Herbie a prouvé avec Brighton que le danger pouvait aussi venir de l'extérieur de la surface de réparation. Donc pour ça, il faudra que Valentin Rongier, qui est un joueur que je vois parfaitement s'adapter au jeu de deux Herbie, mette un peu de calcium dans cette frappe, retrouve un peu de confiance dans ses frappes parce que à mon avis il va avoir pas mal de situations où il pourra tenter sa chance hors de la surface de réparation. Et son manque de réussite, il est anormal sur ses frappes à l'OM. Je pense qu'il a perdu confiance, donc en espérant qu'il retrouve un peu confiance parce que c'est vraiment quelqu'un qui peut apporter. Donc je vais vous mettre tous les liens de toutes les choses dont j'ai parlé dans le chat maintenant, parce que sinon je vais oublier de le faire. Alors, l'article de Coach Voices, voilà. Comment on fait? Je me mets là, voilà, connexion chat. Donc, je vous mets tous les articles, histoire de... donc ça c'était Blog Football, c'est en français, donc ça peut être aussi intéressant. Il y a pas mal de choses, notamment une vidéo sur ces principes à la relance. Je vous recommande aussi. Enfin, dans tous les cas, renseignez-vous parce que vous allez entendre beaucoup de conneries sur ce qu'il fait, etc. Machin, sur plein de choses. Après, il y a aussi des anciens joueurs qui ont parlé, notamment Maxime Lopez, Defrel. Ça vaut aussi le coup. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire qu'il a pas peur des joueurs et qu'il peut les galvaniser. Et on les mettra aussi en description YouTube, toutes ces choses dont j'ai parlé. Voilà. Alors voilà. Donc on est quand même assez... moi je suis assez... heureux de voir débarquer un tel coach et j'attends de voir ce que ça va donner en Ligue 1. Mais voilà, je pense que c'est quelqu'un, en fait, vraiment, étant donné la foi qu'il a dans ce qu'il fait, moi je vais vraiment le supporter et il faut s'attendre à avoir des déconvenus. On va avoir des déconvenus, c'est sûr et certain. On va avoir des matchs où on va se dire « Ah, mais pourquoi il fait ça ? Là, ça, c'est ennuyeux. » Mais là, il va vraiment falloir trust the process pour de vrai. Vraiment faire confiance au processus. Et en espérant, voilà. Il va y avoir des... Comme tu dis, Vampire 1897. J'ai vu jouer le Brighton de De Zerbi, mais j'ai vu la fessée contre la Roma en Ligue Europa. C'était assez inquiétant. Il va y avoir des matchs comme ça. Il va aussi y avoir... Moi, j'avais vu en début de saison, avant qu'on les joue contre Manchester United à Old Trafford. Et au début, je m'étais dit, ouais, ok. J'avais un peu envie d'être un peu un anti-hipster, et c'était vraiment le moment où tout le monde, expliquait, c'est le Brighton de De Zerbi, c'est trop bien. J'avais vraiment envie de regarder ce match en disant, ouais, c'est pas si bien. Et en fait, c'était une démonstration. Ils les avaient massacrés, Manchester United. C'est pas le Manchester du siècle, on est d'accord, mais il avait fait ça aussi. Il y avait un autre match que j'avais vu derrière où il avait aussi massacré, je sais plus quelle autre équipe, et c'était vraiment
quand ça fonctionne, c'est vraiment, vraiment beau à voir. On n'a toujours pas parlé du pressing haut. Mais si, on en a un peu parlé, Ricky, sur Inter-Shakhtar. Après, j'ai pas trop de choses intéressantes à te montrer sur le pressing haut. C'est un contre-pressing un peu typique où voilà, il va demander par exemple au central de venir ici presser dans le camp adverse, où il va demander aux latéraux d'aller presser les latéraux adverses. Enfin, il va demander des choses quand même un petit peu dangereux, mais qui c'est un parti pris. Voilà. J'essaierai de trouver quelque chose de plus précis sur le contre-pressing, pour le prochain live. Et voilà. Et là, je vous propose d'abord de boire une petite goutte de thé. Et de passer aux news du jour sur les départs. Sur les départs, parce que il y a beaucoup de départs à l'Olympique de Marseille et certains inespérés. Je vous avoue que Vitinha, je m'attendais pas à ce qu'il parte à ce prix-là au Genoa. Sincèrement, c'est un peu un tour de magie. Bizarrement, lorsque j'étais à Bergame, il y a un barman qui nous a dit: ah non, moi je suis pas fan de l'Atalanta, je suis fan du Genoa. Je disais: ah, on vous a prêté notre ami Vitinha, et j'attendais à ce qu'il me dise: ah oui, c'est quoi ce joueur, machin. Et en fait non, il nous a dit: ah non, on l'aime bien Vitinha, on sent qu'il manque de confiance, mais que ça peut être un très bon joueur et tout. On sentait qu'il avait une certaine cote d'amour au Genoa, malgré une demi-saison très très moyennasse, et où il était toujours pas titulaire, etc. Mais cette cote d'amour aura peut-être suffi à le transférer, ça et les bonnes relations de Longoria avec ces dirigeants-là. Donc on va lire cet article de l'équipe, donc qui est signé de Mathieu Grégoire. Voilà de longues années que les dirigeants de l'OM confient que leur cahier des charges pour le mercato est précis et la pression de l'actionnaire intense. Il faut vendre avant d'acheter. Classique. Et des années qu'ils font l'exact inverse et se retrouvent avec des joueurs à sortir fin août. Dans la foulée d'une saison ratée, l'OM a décidé de procéder dans le sens le plus raisonnable cet été. Après Vitinha, vendu au Genoa, Iliman Ndiaye s'apprête à quitter le navire phocéen. L'international sénégalais de 24 ans discute avec Everton sur les contours de son futur contrat. Les deux clubs s'approchent d'un accord autour d'une base fixe de 18,5 millions d'euros, des bonus et un pourcentage sur une plus-value à la revente. Le plan est de ne pas perdre d'argent sur un espoir acheté pour près de 20 millions en juillet 2023. C'est, voilà, même Iliman Ndiaye, que sa cote n'est pratiquement pas baissée, ça me paraît aussi assez dingue. L'OM ayant comblé une large partie de son important déficit de 2023-2024 grâce à la dernière trade versée par CVC et le soutien du propriétaire Franck McCourt, ce type de transfert peut permettre d'avoir un peu de marge sur le volet des achats et ainsi de contenter le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi. La reprise prévue le 1er juillet a été repoussée de quelques jours et ce nouvel OM affrontera Nîmes en amical du 7 juillet. Ndiaye et Vitinha ne faisaient pas partie des gros revenus du vestiaire et voilà l'autre enjeu financier pour l'OM qui s'est engagé à baisser sa masse salariale de 30%. Les joueurs avec de fortes rémunérations sont poussés vers la sortie et les premières offres venues sont saisies par le club. D'ailleurs, c'est intéressant de voir, des fois on se demande un petit peu comment ça se fait que Rennes parvient à vendre ses joueurs à ce prix-là, machin. On voit que lorsque l'on donne pas des salaires délirants, les joueurs ont toujours une cote sur le marché. Alors certes, il y a un petit peu aussi, je pense, de bonnes relations avec certains clubs, mais voilà, ne pas donner des salaires délirants et avoir des joueurs plus jeunes, bizarrement, t'arrives à les revendre derrière. Parmi elles, celle de machin. Oui, attendez, j'avais fini le machin. Ouais, c'est les joueurs avec de fortes rémunérations sont poussés vers la sortie et les premières offres venues sont saisies par le club.
Parmi elles, celle de Trabzonspor qui peut mettre 3,8 millions d'euros plus 1 de bonus pour Samuel Gigot, 30 ans. L'OM est à fond, pas le joueur qui ne veut pas se précipiter et aimerait échanger avec De Zerbi. Sous contrat jusqu'en 2026, Gigot n'est pas fermé à l'idée d'un départ, mais il veut faire le bon choix. Rien ne le pressera et on parle ici d'un bonhomme que le Spartak voulait forcer à prolonger et qui a toujours résisté car il voulait venir à l'OM. Même topo pour Jordan Verretou que l'OM verrait bien à Al Doulaye, appâté par l'idée d'un dernier gros contrat, le milieu de 31 ans a y vendre la proposition qatarienne, même s'il ne lui a pas été exposé par le club qui ne discute pour l'instant qu'avec les dirigeants marseillais. Voilà, donc on a des joueurs qui sont... On a d'abord les joueurs qu'on arrive à vendre, c'est assez dingue je trouve. Vraiment que ces joueurs-là partent à ces prix-là. Et mine de rien, c'est aussi ça, Longoria, c'est-à-dire qu'il parvient à faire des ventes. Tout le monde s'attend à avoir des ventes qui dépassent les 50-60 millions d'euros, mais les ventes entre 15 et 20 millions d'euros, ou entre 10 et 20 millions d'euros, elles se multiplient quand même avec Longoria, et ça permet, mine de rien, d'avoir une certaine marge de manœuvre, parce qu'avant, nos joueurs, on ne les vendait pas du tout. Ensuite, il y a les joueurs genre Gigot et Verretou. Alors Gigot qui est passé de chouchou des supporters à joueur Oni parce qu'il était chouchou des supporters. C'est un peu spécial, ou en tout cas sur les réseaux sociaux. Moi, si Gigot il s'en va, j'aurais tendance à dire qu'il aura réussi son passage. Parce que en fait, Gigot, c'était pas un joueur sur lequel il y avait des attentes démesurées. C'était un joueur moyen qui venait essayer de faire sa place à l'OM, qui a fait une très bonne saison la saison passée. Voilà, sous Igor Tudor, il avait le profil parfait et qui a raté sa saison cette année, comme 80% des joueurs de l'OM. Et je trouve pas que ça a été le plus nul. Il a été très moyennasse sur des matchs. Il a par moments été mis dans des conditions délirantes par Gattuso et qui le faisait jouer 6, n'importe quoi. Donc il n'a pas non plus été aidé, il a eu quelques blessures. Bon, écoutez, s'il s'en va, j'aurais pas un mauvais souvenir de Samuel Gigot, je vais vous dire. Et Iliman Ndiaye, par contre, là j'aurais un gros regret, parce que c'est un joueur avec des qualités spéciales. Il avait quelque chose dans le jeu qui m'intéressait, il avait une polyvalence, il avait cette faculté à se mettre face au jeu très rapidement qui m'intéressait, à résister au contact aussi. Je pense qu'il y a eu un facteur psychologique évident avec lui. Il a complètement coulé sous la volonté de trop bien faire. Il voulait vraiment trop bien faire, Iliman Ndiaye, et donc il a complètement coulé là-dessus. Après, lui aussi, il n'a pas été mis dans les meilleures conditions. Il s'est jamais plaint. Gattuso à droite, le fameux truc. Pour un joueur dont les qualités ne collaient absolument pas au poste d'ailier, bon, il a fait une grande partie des matchs avec Gattuso à droite. Bon. Voilà, Gattuso était un entraîneur très moyennasse, donc voilà, il a pas compris qu'il devait utiliser le joueur différemment. Dans tous les cas, il n'a pas compris comment il devait utiliser son effectif. Et ensuite, je pense que le contre-coup de son arrivée, où il s'est mis beaucoup trop de pression, plus le fait qu'il joue à une mauvaise place, plus le fait qu'il finisse par revenir
à un niveau décent au moment où on repasse dans ce schéma un peu tudorien, où il repasse deuxième attaquant, bah ça fonctionne un petit peu contre Montpellier, contre Clermont, il fait des beaux matchs. Mais non, il fallait absolument revenir au 4-3-3 ah non, là c'était même sous notre ami Gasset. C'était encore une histoire différente. Mais oui, c'était parce que il fait des bons matchs, il fait un excellent match contre Clermont. Il est pas mauvais à ce moment-là. Après, il faut repasser en 4-3-3. Après, il s'en va, notre ami Gattuso. On repasse avec Iliman Ndiaye, deuxième attaquant. Ça fonctionne pas trop mal. Il y a plein de blessés. Gasset est obligé de bricoler, donc il repasse à gauche, machin. Il recommence à faire des matchs nuls à chier. Et au final, il termine. Il termine sa saison sur le banc et voilà, c'est un échec, il n'y a pas grand chose à redire. C'est un échec, c'est dur, mais il part pour une indemnité qui n'est pas délirante non plus. Donc voilà. C'est un échec, j'aurais des regrets sur ce départ de notre ami Iliman Ndiaye, mais il n'y a pas grand chose à dire. Écoutez, sincèrement, j'aurais aimé que Ndiaye fasse une Payet en 2014. C'est-à-dire que Payet, on a oublié que sa première saison à l'OM, c'est un échec complet. Tout le monde veut le voir partir. La Brune essaye de le faire partir. Et Payet met son veto. Il dit non, je refuse, je veux rester, je veux réussir à l'Olympique de Marseille. Et Marcelo Bielsa vient d'arriver et il va réussir à s'imposer. D'ailleurs, même Marcelo Bielsa à la base, il croit aussi pas mal en André Ayou en numéro 10 et en Abdelaziz Barada, qui est un joueur qu'il avait vu en Espagne et qu'il aimait beaucoup. Donc c'était vraiment pas gagné pour Dimitri Payet, qui a un peu forcé son destin et qui dit vraiment à ce moment-là, moi je veux rester. J'aurais aimé qu'Iliman Ndiaye fasse de même, mais voilà, ça n'a pas été le cas et donc Iliman Ndiaye va s'en aller. Et c'est vrai, oui, Anigo, Ricky qui nous rappelle le moment où Anigo met Dimitri Payet en numéro 8. Toute une époque, une belle saison. Et Dimitri Payet qui était un joueur mais tellement compliqué, franchement, on a tendance à l'oublier, mais une fois, je me souviens, Albert Raymond nous avait demandé, mais comment il a fait Payet comment il a fait Bielsa pour demander à Payet de faire ces efforts-là et tout. C'était vraiment parce que Payet, la première saison, c'était très 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 compliqué. On a vraiment trop vite oublié ce genre de choses. Enfin. Non, je pense que sans cette trouvaille d'Anigo, Bielsa aurait quand même fini par placer Payet dans l'axe, mais voilà. Iliman Ndiaye n'a pas fait une Payet, c'est dommage pour lui. J'aurais bien aimé voir ça. Messieurs et dames, j'espère qu'il y a des dames. Et si l'on parlait un petit peu de l'Euro. Je sais pas où vous en êtes, mais étant donné que j'ai eu ce petit souci, j'ai passé beaucoup de temps sur le canapé à regarder beaucoup de matchs de l'Euro. et donc j'ai pu voir notamment cette sublime Angleterre qui n'a aucune idée de comment elle joue, avec tous ces magnifiques joueurs, mais qui ne sait pas comment jouer. Donc je vais regarder avec attention ce petit Angleterre-Slovénie. Parce que la Slovénie a un ou deux joueurs sympas, notamment le fameux Šeško qui ne parvient pas à trouver le chemin défilé, mais c'est sympa quand même la Slovénie sur certaines idées. Mais vous savez bien sûr que moi, bien sûr on va regarder France-Pologne et Pays-Bas-Autriche, mais enfin on va regarder France-Pologne. Mais bon, la France, ça m'intéresse que d'un œil. On est toujours dans le même truc. On est en poule, tout le monde se plaint de Deschamps et puis il va se qualifier.
Et puis après, en fonction de comment ça se passe, pour peu que ça se passe bien pour lui, il fait demi-finale, finale. On connaît, c'est Deschamps, mais voilà, c'est le football un petit peu... c'est un football où tu as les meilleurs joueurs et tu joues à minima pour tenter d'aller t'imposer. Il y a les qualités, les défauts de Deschamps, les qualités, c'est-à-dire qu'individuellement, il permet à des joueurs de briller. Collectivement, c'est solide, c'est dur à passer, notamment parce que voilà, t'as toujours des individualités incroyables que tu parviens à faire jouer comme des morts de faim derrière. Donc voilà, et souvent ça suffit. Est-ce que ça suffira cette année aussi? On n'en sait rien, mais ça a déjà fait ses preuves et ça va encore aller loin. Mais donc oui, moi, l'équipe pour laquelle je vivre dans cet Euro, c'est l'Ukraine. Et je vous avoue que j'ai assez peu d'espoir sur la qualification ukrainienne demain parce que malheureusement, l'Ukraine m'a habitué à décevoir dans les matchs face aux gros. Donc voilà, je vois une défaite demain face à la Belgique et je vous avoue que j'ai commencé à faire des calculs en me disant est-ce qu'il n'y a pas moyen de terminer meilleur troisième, etc. Je pense que c'est pratiquement impossible, à moins que, si j'ai bien compris, ce serait départagé à la différence de but et pas la différence de but particulière. Donc si c'est le cas, il faudrait que la Slovaquie mette une danse à la Roumanie, genre 5-0, pour avoir une moins bonne différence de but. J'y crois pas trop. Surtout qu'en plus que si l'Ukraine perd contre la Belgique, comme j'imagine le truc se passait, l'Ukraine qui a déjà moins 2 de différence de but aurait au minimum moins 3, donc il faudrait vraiment une grosse raclée de la Slovaquie contre la Roumanie, ou faire un match nul et qu'il y ait un vainqueur dans l'autre match, en sachant que je pense que la Belgique serait aussi qualifiée quoi qu'il arrive en cas de match nul, parce que il serait dans tous les cas l'un des meilleurs troisièmes. Voilà, bon, je vais me poser devant ce match et j'y croirai et je vais insulter, j'insulterai sans doute Rebrov devant le match parce que voilà, l'Ukraine va sans doute jouer à minima. J'espère voir Yaremchuk aussi qui a marqué ce splendide but et Dovbyk qui prouve encore une fois. Il y a un mec sur Facebook qui m'envoie des messages privés en m'insultant parce que j'ai dit que je pensais que Dovbyk ne réussirait sans doute pas s'il était au moment où il était un peu pisté par l'OM, s'il était réellement pisté. Et je maintiens ça, c'est-à-dire que Dovbyk, il a réussi de manière splendide à Gérone, et j'en étais le premier heureux parce que je suis toujours heureux de voir des Ukrainiens réussir dans des grands championnats. Mais il a réussi dans un projet de jeu très très marqué où on visait sa tête, où il était alimenté de manière conséquente et donc ses qualités, ses limites ne se voyaient pas et ses quelques qualités se voyaient en plein. Donc là, quand je vois qu'on l'annonce à Arsenal et tout, je comprends pas trop. Enfin bon, s'il continue à me surprendre, tant mieux. Mais là, avec l'Ukraine, il ne sert absolument à rien. Parce que sa qualité d'appel n'est pas dingue, parce qu'il n'y a aucun centre dans la surface de réparation, donc il ne sert à rien du tout. Voilà, il sert à rien du tout. Donc pas aidé par notre ami aussi Mudryk qui est vraiment le joueur qui n'a pas eu la notice de son corps, quoi. Il a des qualités incroyables, mais il comprend rien à ce qu'il fait, quoi. Donc tu as un truc surpuissant mais il n'y a pas la notice, donc ça part dans tous les sens et ça fonctionne vraiment pas, Mudryk. Je pense aussi que c'est un sacré symbole du football moderne parce qu'il a montré 3 trucs et il a immédiatement été transféré pour très cher. D'ailleurs, Mudryk qui à mon avis aurait vraiment bénéficié d'une autre année avec De Zerbi qu'il aimait beaucoup, qu'il a lancé
et qui était un peu en train de le post-former. Ça pouvait être très intéressant. Donc écoutez, si l'an prochain Chelsea veut le prêter à De Zerbi pour terminer sa post-formation, je pense que ça profiterait à toutes les parties. Sinon hier, ouais, beau match aussi de Italie-Croatie, complètement immérité la qualification italienne, parce qu'on va pas se mentir, la Croatie a vraiment dominé. Il y a cette occasion de Bastoni, il me semble, de la tête en fin de première période, mais les Croates, franchement, je compatis, je compatis, les pauvres se sont fait reprendre 95e et 98e minute. En plus, vraiment, pendant le temps additionnel, je me disais, putain, ils jouent vraiment bien le coup, les cons. Franchement, les Croates prenaient le ballon, ils étaient hauts sur le terrain. C'était 94e minute. Je me disais, putain, mais les Italiens, ils arrivent même pas à aller dans le camp croate. Et là, Calafiori qui prend le ballon, qui tente un 1-2 un peu à l'arrache, machin, truc, qui récupère et qui... Franchement, ça sort de nulle part, ce but. Et voilà, qualification italienne, écoutez. C'est immérité, mais ça peut peut-être aller loin, parce que des fois, ce qui est important dans ces compétitions, c'est avant tout d'avoir les résultats. Bon, on verra bien par la suite, mais franchement, l'Italie n'a pas montré grand-chose, et la manière dont ils se font exploser par l'Espagne, waouh, c'était impressionnant à voir. L'Espagne qui est de très loin l'équipe qui m'a fait la meilleure impression jusqu'ici. J'ai pas vu Albanie-Espagne, mais les 2 premiers matchs, impressionnant. Franchement, rien à dire, c'était impressionnant. Donc hier, ils ont pas mal fait tourner. Je vois Joselu, Dani Olmo, Ferran Torres, etc. Mais sur les 2 premiers matchs, incroyable. Franchement, il y a que 1-0 Espagne-Italie. Mais il aurait pu y avoir 3-0. Je trouve que l'Espagne a plus écrasé l'Italie qu'ils ont écrasé la Croatie, en fait. Le score était limite un petit peu flatteur contre la Croatie, même si totalement mérité, parce que c'était parce que en fait sur le scénario du match, ils prennent l'avantage au bon moment. Après, les Croates reviennent bien, mais voilà. Et c'est moi qui t'envoie des DM insultants avec un faucon qui groseille. Oh putain. Mais voilà, l'Espagne, c'est l'équipe la plus impressionnante depuis ce début de compétition. Deschamps, comme d'habitude, faudra attendre les quarts, les demi pour voir ce que ça donne. Parlons juste un petit peu en cette fin de live du rayon de soleil uruguayen, parce que donc je l'ai pas vu en direct, mais sur la chaîne l'équipe, donc on peut voir, j'avais vu en replay, mais on m'a même expliqué que sur Dailymotion et sur YouTube, sur les chaînes YouTube et Dailymotion de l'équipe, tu as tous les matchs en replay de la Copa América. Franchement, c'était un plaisir. C'était un plaisir de voir ce match. Ça a été là en première période. Bielsa a dit en après-match, on aurait pu mettre 5 buts. Vraiment, ils auraient pu. Darwin Núñez qui termine avec 1 but, à lui tout seul, sincèrement. Il aurait pu, il a 5, mais face à face. On ne parle pas d'occasion, genre de frappe de 16 mètres. Non, c'est des face à face, des têtes à 6 mètres, incroyable. Il a au moins 5 occasions franches, Darwin Núñez, il en met qu'une. Mais c'est l'attaquant parfait pour Bielsa. C'est un spectacle à voir Darwin Núñez avec l'Uruguay. Il court partout, il fait des appels tout le temps, et c'est l'attaquant parfait pour Bielsa. Il a plein d'occasions, il en rate plein et il finit par marquer. Franchement, c'est un truc qu'il faut le voir. L'ouverture du score d'Araujo, un but mais magnifique. Il me semble que Romain Laplanche, il avait mis le replay. On va le mettre comme ça en espérant ne pas se faire striker. Mais ce but qu'il met, c'est magnifique. La frappe comme ça, magnifique. Franchement,
n'hésitez pas à regarder les replays, les résumés. Vraiment, j'ai vraiment pris énormément de plaisir devant ce match et c'est pas qu'à cause de mon billet très très marqué sur Bielsa. J'espère qu'ils vont aller loin en Copa América. J'ai le rêve secret qu'ils la gagnent. J'espère dans tous les cas que voilà. Comment a joué Murillo, me demande Iki. Pas mal. Après, le Panama, c'est très moyen quand même au niveau qualité individuelle, c'est l'un des meilleurs. Il a un coup franc, j'avais vraiment très hâte de voir ce coup franc parce que je savais qu'il avait marqué, mais je savais pas à quel moment parce que j'avais essayé de pas trop me faire spoiler, vu que j'avais regardé le match en replay. Et je m'étais dit, ah, c'est sur le coup franc, je vais pouvoir dire, ah, maintenant, il faut le laisser tirer les coups francs. Non, il l'a tiré au-dessus, franchement, pas grand-chose à dire. Il a été plutôt bon. Les offensives sont plutôt... ouais. Après, il a été dépassé comme toute l'équipe du Panama quand l'Uruguay a accéléré. Et il finit par mettre un très joli but. Il a été plutôt bon offensivement. Voilà, défensivement, il a souffert comme toute l'équipe. Mais le Panama a eu un bon quart d'heure au retour des vestiaires, grosso modo, et pendant ce bon quart d'heure, ça a été l'un des plus en vue. Donc voilà, c'est ce que je dirais. Bon les amis, je commence à avoir très chaud et à avoir un peu de fatigue aussi, donc je vais vous laisser ici. Si vous regardez ce live en replay sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un like, tout ça, machin. Et j'espère vous retrouver bientôt. J'espère que ma situation va s'améliorer, tout ça. Voilà, donc je vous laisse ici. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour ce live. On était entre 40 et 50 à un moment, donc c'est pas mal à mon échelle. Je remercie tous les gens qui me suivent, qui me soutiennent. Ça fait très plaisir, vraiment, ça me fait très plaisir. Donc voilà, je suis désolé de ne pas vous avoir donné un petit peu plus de nouvelles. Merci aussi Douigo pour ton Prime. Et j'espère qu'on se revoit bientôt, que tout va bien, que ça va aller et que je vais me remettre à faire des lives de manière plus régulière. Voilà, merci. Soutenez l'Ukraine demain, pensez à moi. Et la prochaine fois, voilà, on pourra parler de PPDA et du pressing de 2RB. C'est un très bon thème à aborder. Et voilà, soutenez les équipes en U, l'Ukraine et l'Uruguay en Copa América. Je me fais pas trop de soucis pour l'Uruguay, je pense qu'ils vont passer. Je pense que par contre l'Ukraine, ça se termine demain, malheureusement. Donc voilà. Allez les amis, on se dit à très bientôt. Ciao.